Quand le régisseur du théâtre a demandé à Reynolds s'il fallait frapper les 3 coups, ce dernier a bien failli répondre par le bon mot de Tristan Bernard. Frappez-en plutôt 4, un par spectateur. Sur les 6 prévus, cette 3e représentation ne peut qu'être la dernière. En jouant, Reynolds a le sentiment que sur la demi-douzaine de spectateurs présents, plus de la moitié est venue pour se chauffer. Dans ces conditions, comment avoir le cœur à l'ouvrage, surtout dans du Shakespeare? Malgré son amertume, Reynolds se donne à fond. Par amour de Shakespeare, par amour du théâtre. Qu'importe s'il est un acteur vieillissant dans une compagnie minable. Tant qu'il joue, il existe. Et puis, il y a Mira, une jeunesse belle comme le péché qui lui octroie ses faveurs. Sans doute momentanément, en attendant mieux. Il aimerait tant, Reynolds, que cette cohabitation momentanée devienne permanente. Malheureusement, sa fichue lucidité lui susurre que ce rêve est aussi futile que celui de devenir un jour célèbre. Alors qu'il se démaquille dans sa loge, Mira entre en coup de vent. « Tu as vu Palestra ?» demande-t-elle. « Non. Et si personne ne l'a vu, c'est que notre excellent impresario s'est fait la belle avec la caisse. » Ça te fait rire? Non, non, mon ange, je joue simplement la désinvolture. Oh, toi, tu sais. D'ailleurs, ne peut-il s'empêcher d'ajouter, c'est ce que je ferais à sa place. Mira grommelle quelque chose d'incorrect et sort en claquant la porte. Il sourit encore de cette taquinerie quand on frappe à nouveau. « C'est ouvert, entrez !» crie-t-il. L'homme qui se ferait un chemin dans la pièce encombrée est aussi grand que lui et porte une petite barbiche et affiche l'assurance de ceux pour lesquels l'argent n'est qu'un détail. Reynolds a l'impression qu'il le connaît, qu'il l'a vu quelque part. « Mon nom est Roy Benedict. Je désirerais vous parler d'un job éventuel. » Reynolds le considère avec attention. La familiarité de ce visage le met quelque peu mal à l'aise. « Vous êtes impresario, monsieur Benedict ?»« Non, pas précisément. Je suis banquier. Mais je vous préviens tout de suite, ça n'est pas pour financer une pièce que je suis là. Ce serait plutôt, disons, pour financer un one-man show. » Expliquez-vous, monsieur Benedict. Eh bien voilà, monsieur, j'aurais besoin de vos services pendant 1 heure. Non, je sais, monsieur Reynolds, j'ai entendu dire que vous retourniez à New York ce soir. Non, rassurez-vous, ce job vous laissera le temps de prendre le dernier train avec $1000 dans votre poche. Ah, $1000. De quoi s'agit-il, monsieur Benedict, et pourquoi vous adressez-vous à moi? Regardez-vous attentivement dans cette glace, monsieur Reynolds, et imaginez-vous avec une petite barbe comme la mienne. Vous comprendrez. Après quelques instants d'attention, Reynolds murmure « Oui, nous pourrions être frères jumeaux. » C'est alors qu'il comprend le sentiment bizarre qu'il a éprouvé à la vue de Benedict. Les légères différences de traits sont minimes. Les cheveux sont de la même couleur, hormis cette touche de gris aux tempes, hormis également ce costume de bon faiseur et ce regard moins amer. Que voulez-vous au juste, monsieur Benedict? Une farce, monsieur Reynolds, une simple farce. Tout ce que vous aurez à faire sera d'entrer dans un nightclub où je suis invité après la représentation et vous faire passer pour moi auprès d'un petit groupe d'amis. Reynolds réfléchit en regardant son double. La vie lui a enseigné la méfiance, souvent à ses dépens.
Est-ce vraiment là toute l'histoire, monsieur Bénédicte? Monsieur Reynolds, l'importance du cachet est calculée pour apporter une compensation à votre curiosité. Non, rassurez-vous, il n'y a aucun danger. Je vous le répète, il s'agit d'une farce, d'une simple farce. 1 000 $ pour une farce, monsieur. Ce doit être une fameuse plaisanterie. Quand on a les moyens, mon cher, on ne regarde pas la dépense. Cette répartie le rend vraiment très antipathique aux yeux d'un Reynolds qui ne se souvient pas avoir jamais eu 1 000 $ en poche, au point qu'il est tenté de refuser. Mira se faufile dans la pièce, jetant un regard curieux à Bénédicte. « Il semble que tu aies raison, Reynolds, dit-elle. Ce salaud d'impresario a bel et bien fichu le camp avec la caisse. Mira, l'interrompt-il prudemment, je te présente monsieur Roy Bénédicte. Enchanté, monsieur. La voyant ainsi sourire à cet inconnu, Reynolds éprouve une pointe de jalousie. Combien de temps partagera-t-elle encore cette vie minable qu'est la sienne? Quand viendra-t-il cet inconnu fortuné qui la ravira immanquablement? Ces 1 000 $ représentent un sursis, n'est-ce pas? Ne ferait-il pas n'importe quoi pour la retenir encore un peu? Il se tourne vers Bénédicte. C'est d'accord, monsieur, je marche. Cela dit, j'aimerais percevoir mes honoraires immédiatement. Bien entendu, acquiesce Bénédicte en lui remettant la somme. Qu'est-ce que c'est? Demande Mira. Non, un petit rôle, ma chérie. Tiens, prends cette somme et attends-moi à la réception de l'hôtel. Je serai là dans 2 heures environ. Le regard qu'il lui lance lui fait comprendre qu'il y a de la combine dans l'air. Aussi s'exécute-t-elle sans un mot. En se maquillant, Reynolds se renseigne sur le scénario. Qui sera présent à cette soirée? Fait-il en se collant une barbe postiche au menton. Un couple d'amis, les Huntley, lui est avocat, et Tony Medlin, mon beau-frère. Un instant, monsieur Bénédicte, un instant. Si votre épouse... Non, rassurez-vous, monsieur Reynolds. La pauvre est handicapée, elle ne quitte pas la maison. Mais si on me pose certaines questions précises, monsieur... Ils n'en poseront pas, vous dis-je. Ce n'est pas leur genre. En tout cas, s'il y a un pépin, commander une tournée, ça calme généralement les esprits. Cette barbe est parfaite. Bravo. Oui, des frères jumeaux, murmure Reynolds, qui se prend soudain au jeu. Dites-moi, monsieur Bénédicte, l'heure écoulée, comment prendrais-je congé? Mais comme je le fais habituellement. Migraine, mon cher, migraine. Dans la voiture de Bénédicte qui le conduit au club, Reynolds se demande si Mira l'attendra à l'hôtel avec ses 1 000 $. Il est assez lucide pour se rendre compte que c'est sans doute une de ses dernières aventures avec une jeune fille. Aussi, il ne regrette pas le risque qu'il vient de prendre. En descendant, sa curiosité reprend le dessus. Allez, monsieur Bénédicte, si vous m'en disiez un peu plus, hein? Bénédicte hésite en souriant, puis, comme s'il lui faisait une faveur, voilà, non loin d'ici habite une jeune femme très séduisante. Vous pouvez le comprendre, me semble-t-il. Reynolds, mal à l'aise, hoche la tête. Le problème, continue Bénédicte, est que mon beau-frère se sent responsable de sa sœur depuis qu'elle a eu cet accident qui l'a rendue infirme. Il me tient à l'œil, le bougre. Ah, s'il vous tient à l'œil, monsieur Bénédicte, il pourrait s'apercevoir du subterfuge. Non, rassurez-vous, les lumières sont tamisées et il boit sans modération. Ah, à propos, le maître d'hôtel s'appelle Angelo. Avant de sonner à la porte du club, Reynolds fait le vide en lui, puis respire calmement,
comme avant d'entrer en scène. $1000 pour passer une heure avec une femme, c'est cher. Mais lui-même, n'achète-t-il pas le temps qu'il passe avec Mira? D'une façon apparemment très facile. Oui, apparemment. À peine est-il entré dans le club qu'un maître d'hôtel vient à sa rencontre. « Bonsoir, Angelo. Je cherche la table de Monsieur Huntley. » « Si vous voulez me suivre, Monsieur Bénédicte. » Le maître d'hôtel n'a rien remarqué. Rasséréné, Reynolds le suit vers un coin de la salle. Il fait sombre. Les lumières sont tamisées. Parfait. Un homme lui fait signe d'une table de 3 personnes. « Où étiez-vous, Bénédicte? Nous vous attendons depuis une éternité. »« Je me suis attardé à bavarder, » dit Reynolds en se glissant sur une chaise. Un garçon se matérialise à ses côtés. « Un Jameson à l'eau, » commande-t-il négligemment. Souriant, il lance un regard circulaire à ses compagnons. Bénédicte est vraiment très observateur car ils sont tous exactement comme il les lui a décrits. Il lui rend son sourire, sauf Tony Medlin, le beau-frère de Bénédicte. Reynolds sent le courage lui manquer. « Allez, attaque, attaque !» se gourmande-t-il. « Ne lui laisse pas l'initiative. »« Quelque chose ne va pas, Tony ?» Rien de pire qu'à l'habitude, Roy. Mais n'essayez pas de faire de cette soirée une réunion amicale. Ce n'est pas quelques verres qui aplaniront nos difficultés et me fera changer d'avis à votre sujet. Reynolds a l'impression d'être assis sur un volcan dont l'éruption est imminente. Je ne vois pas la nécessité d'être désagréable, Tony, dit Huntley. Nous sommes ici pour nous détendre, sacrebleu. Alors, cette pièce? Demande Madame Huntley. Oh, coup-ci, coup-ça, fait Reynolds sans se mouiller. La conversation glisse sur le théâtre et Madame Huntley se met à babiller, tenant le crachoir, tandis que Tony Medlin, le beau-frère, affiche un penchant immodéré pour la boisson. Peu à peu, Reynolds se détend et finit même par trouver Huntley relativement sympathique, ne serait-ce son inculture crasse en matière de théâtre. Il se rend compte qu'il n'a rien à craindre de ses compagnons, excepté Medlin, qui ne fait aucun effort pour dissimuler son antipathie à l'égard de son beau-frère. Reynolds fait tournoyer distraitement son verre entre ses doigts quand il s'aperçoit que l'heure est pratiquement passée. Satisfait d'avoir si bien joué son rôle, il décide de s'attarder quelques minutes. Mal lui en prend, car, émergeant des brumes de l'alcool, Tony Medlin lui lance, agressif, « Vous serez toujours le même, hein, Bénédicte? L'expérience ne vous a rien appris. » Reynolds pose son verre, mais ne souffle mot. « Vous avez bu cette nuit-là, comme vous buvez maintenant, et c'est pour ça que vous avez eu l'accident. C'est pour ça que ma sœur est infirme et passera le reste de ses jours dans un fauteuil d'invalide. Vous voulez que je vous dise... »« Allons, Tony, allons, » dit Huntley. « Nous étions résolus à ne pas parler de ça ce soir. Cet accident aurait pu arriver à n'importe qui. Elle voulait prendre le volant, mais lui... » fait-il en indiquant Reynolds d'un geste méprisant. « Lui, il n'a pas voulu. » Oui, Roy est le premier désespéré de cet état de choses, Tony. Désespéré? La bonne blague. Il aurait préféré qu'elle soit tuée sur le coup, oui, pour pouvoir hériter de sa fortune et de la banque. C'est toujours ce qu'il souhaite, d'ailleurs. Hein, Roy Benedict? Vous avez trop bu, Tony, fait Huntley d'un air dégoûté. C'est ça, c'est ça. Mais vous remarquerez que mon cher beau-frère ne répond pas. Il sait qu'il est coupable, n'est-ce pas, Roy? Huntley secoue la tête, tandis que Medlin brandit un index menaçant sous le nez du malchanceux comédien. « Mais je vous tiens à l'œil, Roy. Ma sœur en est incapable, mais moi, je vous surveille. » Reynolds se lève nonchalamment. « Je pense qu'il est temps de nous séparer. » Finalement, cette agression verbale l'arrange. Il a une parfaite excuse pour prendre congé, et de surcroît, en gentleman.
Une fois dehors, et à une certaine distance du club, il éclate de rire. En plus des $1000, Bénédicte lui a donné ce soir un de ses meilleurs rôles. À la pensée de l'argent, son humeur s'assombrit. Mira l'a-t-elle attendu comme convenu à la réception de l'hôtel? Et si elle s'était enfuie avec l'argent? Arrivé à destination, son cœur se serre. Mira n'est pas dans le hall. Il se renseigne auprès du concierge. La jeune femme dont vous parlez a payé une nuit supplémentaire, monsieur. Reynolds monte à sa chambre. Mira ouvre la porte, tout sourire. Comment ça s'est passé? Bien, très bien. Raconte, dit-elle en fermant la porte et en l'entraînant vers le lit. Le lendemain, alors qu'il cherche la rubrique spectacle dans le journal, son attention est attirée par un titre. Une infirme assassinée. Madame Corbelia Bénédicte, 37 ans, a été découverte tuée d'un coup de feu chez elle. C'était donc ça. Il tend le journal à Mira, dont l'expression se durcit au fur et à mesure de la lecture. Ça va nous rapporter beaucoup plus que $1000, mon chéri, dit-elle en allumant une cigarette. Téléphone-lui. Mais je ne suis pas un maître chanteur, Mira. Si tu ne le fais pas, moi je le fais. Devant la détermination et, avouons-le, la beauté de Mira, il cède et prend rendez-vous pour 11h avec un Roy Bénédicte effondré. 2 heures plus tard, Bénédicte frappe à la porte. « Combien ?» demande-t-il en toisant Reynolds avec dégoût. Reynolds a peine à répondre. C'est Mira qui s'en charge. Depuis ce matin, vous êtes à la tête d'une immense fortune et propriétaire d'une banque, monsieur Bénédicte. L'affaire est trop grave pour que nous nous contentions de $1000. Aussi serions-nous ravis que vous nous accueilliez au sein des actionnaires, des gros actionnaires. C'est bien ce que je craignais, fait Bénédicte en sortant un revolver. Je n'ai pas risqué la chaise électrique pour être sous votre coupe le restant de mes jours. Je regrette, mademoiselle. Je regrette pour vous aussi, Reynolds. Voyant Mira en danger, Reynolds plonge instinctivement sur Bénédicte et s'accroche à son bras armé. Bénédicte se raidit, cherchant à tourner l'arme vers Reynolds. Il perd de l'équilibre. Le coup part, pas plus sonore qu'une toux étouffée. Le regard de Bénédicte devient vitreux. Un filet de sang s'écoule de sa bouche. Mon Dieu, je l'ai tué, dit Reynolds en tremblant comme une feuille. Je l'ai tué, Mira. Du calme, répond Mira avec un sang-froid incroyable. Elle s'assied et allume une cigarette, le regard au loin, pendant que Reynolds va vomir dans la salle de bain. Voyons, il a dû prendre ses précautions en venant. Ça m'étonnerait qu'on l'ait vu entrer, dit-elle, alors que Reynolds revient de la salle de bain. Dis-moi, mon chéri, tu as toujours cette barbiche que tu portais hier soir? Oui, mais là, prends ces papiers et réserve une chambre à son nom. Nous y déposerons son corps. Personne ne se doutera que tu n'es pas le vrai Bénédicte. Quand les flics le découvriront, je ne vois pas par quel hasard ils nous rattacheraient à cette histoire. Oh, mais voyons, mon Dieu, ça ne marchera jamais, Mira. Fais-le! Crie-t-elle. Reynolds se maquille en tremblant, prend les papiers du cadavre et, comme il s'apprête à sortir, Mira murmure « On dirait son fantôme ». Reynolds ouvre la porte et s'engage dans le couloir. Une silhouette surgit brusquement devant lui, une silhouette familière, un revolver au poing. Tony Meglin, le cher beau-frère. « Espèce de fumier », dit-il calmement.
Quelque chose me disait que je ferais bien de vous suivre. Ma sœur est morte la nuit dernière et je vous trouve dans cet hôtel louche, sortant de la chambre d'une fille. Non, non, vous vous trompez, je ne suis pas... Madeline n'est pas venue pour discuter. Il tire, suivant délibérément, balle après balle, le corps de Reynolds qui s'écroule lentement jusqu'à ce que le chargeur soit vide. Vous avez toujours été un faucheton, prétendant être amoureux de ma pauvre sœur, alors que vous n'en aviez qu'après son argent. Vous avez toujours joué la comédie de l'amour, mais moi, je n'ai jamais été dupe, jamais. Je sais reconnaître un mauvais acteur. Melbain, allez me chercher un certain monsieur Dell. Il travaille au 65 Milton Avenue. Sa concierge vient de m'appeler. En montant le courrier à leur appartement, elle a trouvé le cadavre de sa femme. Bien, commissaire, j'y vais tout de suite. Melbain, ne l'amenez pas ici. Conduisez-le chez lui. Je vous y attendrai avec une ambulance. C'est au 47 Codleton Street, premier étage droite. Le jeune inspecteur Middleby raccroche et se lève aussitôt. Pour une fois qu'il participe à un événement important, d'habitude, à Creekstown, il ne se passe jamais rien. Ah, on n'est pas à New York ici. Les seuls criminels que Middleby a vus en 7 mois de service, ce sont des clochards ivres qu'on avait ramassés pour tapage nocturne, ou alors des gosses qui avaient chapardé dans le magasin de disques local. Mais là, cette fois, il s'agit de la mort d'une femme. Mais pour qui je me prends? Pense Middleby en montant dans sa voiture. J'ai l'impression d'être dans un film, et moi je suis Humphrey Bogart. Si ça se trouve, cette femme était malade, ou alors elle a eu un accident. Il place le gyrophare sur le toit de la voiture et démarre en trombe, toute sirène dehors, comme dans ces films qui l'ont tant fait rêver quand il était môme. Le bureau du commissaire Black est enveloppé par une épaisse fumée. Et chez lui, c'est la même chose. « C'est comme ça, » dit-il en riant à sa femme, quand celle-ci se plaint. « Dans la police, tout le monde fume. » Après avoir prévenu Middleby, il appelle son copain Hanson au service des identifications. « Dis donc, vieux gâteux, » lui dit-il, « si tu as encore l'esprit assez clair, j'aimerais que tu me trouves dans tes fichiers un certain Dell. D-E-2-L. Sa concierge vient de m'appeler pour me dire qu'on avait refroidi sa femme. « Ok, vieux grincheux, » réplique Hanson. « Je te rappelle tout de suite. » Le commissaire Black raccroche et, pendant quelques secondes, reste songeur. Après plus de 30 ans de bons et loyaux services dans un commissariat de Chicago, il a demandé sa mutation. On l'a envoyé dans cette petite ville du Middle West. Il en avait assez de toute cette violence. « Bon sang, » se dit-il. « Après tout, cette affaire tombe bien. Je commençais à m'encrouter. Et puis je vais leur montrer, moi, à tous ces paysans, ce que c'est qu'un vrai commissaire. » La sonnerie du téléphone interrompt ses pensées. « Allô, vieux grincheux, c'est le vieux gâteux au bout du fil. Je t'appelle à propos de ce Dell. Effectivement, il est fiché chez nous, mais pour des broutilles, hein. Rien qu'une contravention qu'on lui a collée il y a 3 semaines. Quoi d'autre? La concierge a dû te dire qu'il travaillait comme représentant dans une boîte qui vend des appareils électroménagers. En revanche, il y a un truc intéressant, oui. Ça fait seulement 10 mois qu'il habite Creekstown. Avant, il était dans l'Utah. Il a été marié 2 fois, et 2 fois veuf. Veuf? Ses 2 premières femmes sont mortes? Oh, t'es pas bête quand tu veux, Black. Oui, la première dans un accident de voiture, la seconde en tombant dans l'escalier. Il n'a pas de chance, ton bonhomme. En tout cas, pour toutes les 2, on a conclu à une mort accidentelle.
Quant à la troisième, celle qui vient de claquer, je sais qu'elle s'embêtait pas quand son mari partait en voyage. On l'a ramassée il y a quelques jours pour ivresse sur la voie publique et attentat à la pudeur. Dis-moi, avant de venir à Creekstown, dans quelle ville de l'Utah il habitait, ce Dale? À Ogden. Ben voilà, c'est tout ce que je peux t'apprendre, vieux grincheux. Après avoir raccroché, le commissaire Black allume un énorme cigare. Il sort de son bureau et passe devant celui de sa secrétaire. Mademoiselle Shelby, quand vous aurez fini de vous faire les ongles, appelez l'hôpital et demandez l'heure d'envoyer une ambulance au 47 Candleton Street. Dites aussi à Pierce de m'attendre en bas avec la voiture. Et pendant que vous y êtes, trouvez-moi le numéro de téléphone du commissariat d'Ogden dans l'Utah. Au 47 de la rue Candleton, le commissaire Black aperçoit l'ambulance. Il monte au premier étage. La porte est grande ouverte. « Ah, commissaire, c'est vous !» s'écrie Middleby. « Je vous attendais. Monsieur Dale est ici avec moi. Il est effondré. Il comprend pas ce qui a pu se passer. » Du calme, Middleby. Chaque chose en son temps. « Bonjour, messieurs !» dit-il aux infirmiers en blouse blanche qui entourent le cadavre de la femme. « Bonjour, monsieur Dale. Je sais que c'est pénible, mais vous reconnaissez bien votre épouse? »« Oui, c'est bien elle, » s'écrie Dale en pleurant. « Ma petite Viviane, quel salaud qui a pu te faire ça? » « C'est ce que nous allons essayer de savoir, monsieur Dale, » dit le commissaire en le fixant dans les yeux. Malgré ses larmes, Black n'arrive pas à croire au chagrin de Dale. Vieux réflexe de flic, se dit-il. Pour moi, tout innocent est un suspect qui s'ignore. Middleby, marquez l'emplacement du corps, lui murmure-t-il à l'oreille. Puis faites-le porter à la morgue. D'une voix plus forte, il ajoute: Monsieur Dale va venir avec moi pour un petit complément d'information. Mais vous n'avez pas le droit! Crie Dale. J'ai rien fait, moi. Pour vous, évidemment, le mari est toujours le suspect numéro 1. Monsieur Dale, n'ayez crainte. En 30 ans de carrière, je crois n'avoir provoqué aucune erreur judiciaire. J'en tire une certaine fierté. Mais je suis sûr que vous connaissez les lois. J'ai le droit d'exiger une garde à vue de 48 heures. Or, en 48 heures, beaucoup de choses peuvent s'éclaircir. Je connais les lois, commissaire, et je sais aussi que j'ai droit à un avocat. Je veux mon avocat, vous entendez? Ne vous énervez pas, monsieur Dale, ne vous énervez pas. Nous allons l'appeler et il nous rejoindra au poste. Allez, on y va. Le commissariat est en pleine effervescence. Vous pensez, un crime à Creekstown, c'est bien la première fois qu'on voit ça. Pour certains, même c'est une aubaine. Ça va faire marcher le commerce, une histoire pareille. Des touristes des villes voisines vont affluer à la recherche d'émotions fortes. Ah, Middleby, vous êtes déjà là. Emmenez monsieur Dale dans sa cellule. 1 minute après avoir bouclé Dale, Middleby dit au commissaire: le corps est aux mains du médecin légiste, monsieur le commissaire, et il nous donnera ses conclusions très rapidement. Black retourne dans son bureau. Auparavant, il lance à sa secrétaire: Mademoiselle Shelby, vous avez trouvé le numéro de téléphone? Celui du commissariat d'Ogden? Oui, le voici, monsieur le commissaire. Avez-vous encore besoin de moi? Non, pas pour le moment, mademoiselle. Ah, j'attends l'avocat de Dale. S'il arrive, faites-le patienter. Black s'enferme dans son bureau et décroche le téléphone. Commissariat d'Ogden? Ici le commissaire Black de Creekstown. Passez-moi à votre chef. Oui, ici le commissaire Melrose. Salut, collègue. Qu'est-ce que je peux pour votre service? C'est à propos d'un certain Sonny Dale. Je sais qu'il a habité Ogden il y a près d'1 an. On vient de retrouver le corps de sa femme dans leur appartement de Creekstown. J'aimerais des précisions sur ce type, d'autant que ses 2 premières femmes sont mortes elles aussi, et ça commence à faire hécatombe. Ah, vous aussi, ça vous a fait tiquer? À vrai dire, oui.
J'aime pas beaucoup ce type, à vous dire la vérité. Trop belle gueule pour être honnête. Mais c'est ce qu'on avait pensé à l'époque, nous aussi, mais on n'a rien pu prouver. La première fois, c'était un accident de voiture. Les freins ont lâché, mais il n'y avait aucune trace de sabotage. En plus, il était dans la voiture avec sa femme. Juste une usure un peu douteuse, quand on sait qu'ils avaient une autre voiture toute neuve. La deuxième, elle est tombée dans les escaliers. Et là, non plus, on n'a rien pu faire. La môme était un peu handicapée, ça peut arriver. Les deux affaires auraient été classées plus vite s'il n'y avait pas eu les assurances. Les assurances? Bah oui, vous pensez bien que les assurances lâchent pas le magot si facilement. Elles ont mené une enquête de leur côté, mais sans rien trouver. Ils ont dû finalement casquer 100 000 $ à chaque fois. Ça a du bon, les assurances vie. Je me demande si je vais pas me laisser tenter, moi aussi. Voilà, collègue, rien de plus sur Dell. Vous me direz que c'est déjà pas si mal pour un seul homme. Oui. C'était très intéressant. Merci. Si j'arrive à quelque chose de mon côté, je vous fais signe. À bientôt, Melrose. Commissaire Black, l'avocat de M. Dell vient d'arriver. Je le fais entrer? Demande mademoiselle Shelby en ouvrant la porte du bureau. Hein? Oui, allez-y. Bonjour, commissaire, voici ma carte. Charlton Flynn, avocat. J'ai appris qu'on avait emmené mon client. Vous savez, dit Black, c'est juste une garde à vue. Oui, je comprends très bien, commissaire. 48 heures, pas plus, n'est-ce pas? Encore un de ces loups qui veut se faire les crocs, pense Black. Ce sont les plus dangereux, les plus teigneux aussi. Commissaire, reprend Flynn, mon client... Il n'a pas le temps de finir sa phrase car le téléphone vient de sonner. Black décroche. Commissaire Black à l'appareil. Excusez-moi, monsieur Flynn. C'est moi, Black, Lenny, ton médecin légiste préféré. J'ai pratiqué une autopsie très succincte, mais elle est parlante. Premièrement, la victime est morte à la suite d'un coup porté sur les vertèbres cervicales. Elle a dû tomber sur le rebord de la cheminée parce que j'ai trouvé des petites brisures de marbre collées à ses cheveux. Est-ce qu'elle est tombée ou est-ce qu'on l'a aidée à tomber? Ça, j'en sais rien. À toi de trouver. Par contre, il y a un deuxième point, le plus important. J'ai retrouvé du sang sous les ongles de la victime. Un sang qui n'est pas le sien. Il appartient à un groupe très rare, O négatif. Elle a dû griffer son assassin avant de tomber. Rien de plus pour l'instant. Je t'appelle si j'ai du nouveau. Ok, Lenny. Merci. Eh bien, monsieur Flynn, on dirait que j'ai vu juste en emmenant votre client. Qu'entendez-vous par là? Interroge l'avocat. Black fait à l'avocat le compte-rendu de la conversation qu'il vient d'avoir avec le médecin légiste, sans oublier surtout le sang qu'on a trouvé sous les ongles de la victime. Mais enfin, s'écrie Flynn, vous ne prétendez tout de même pas considérer ça comme une preuve de la culpabilité de mon client. Madame Viviane Dell n'était pas une sainte. On sait qu'elle ne se gênait pas pour tromper son mari. C'est peut-être l'un de ses nombreux amants. Monsieur Flynn, je ne crois pas qu'aucun des amants de Madame Dell ait eu 3 épouses et que les 3 soient mortes accidentellement. En plus, Madame Dell buvait beaucoup. Elle a pu tomber et se fracasser le crâne, dit l'avocat. Vous êtes bien cynique, monsieur Flynn. Mais si vous voulez, nous avons un moyen très simple de disculper monsieur Dell. Effectuons sur lui une prise de sang et comparons le groupe avec celui du sang qu'on a retrouvé sous les ongles de la victime. Alors, nous verrons bien. Vous ne verrez rien du tout, commissaire. Vous semblez oublier un détail qui a son importance. Le 5e amendement. J'espère au moins qu'on vous a appris ça dans la police, monsieur Black. Aucune violence d'ordre physique ou moral ne peut être commise sur un simple suspect. Et la prise de sang, dans notre législation, est assimilée à une violence. Si vous dérogez à cette loi, commissaire, ça peut vous coûter cher. Attention, très, très cher. Mais qu'est-ce que c'est encore que ce 5e amendement? Certainement un truc fait exprès pour embêter les policiers, et
singulièrement le commissaire Black. Bon sang, Middleby, vous ne connaissez pas le 5e amendement sur les violences qu'on peut commettre sur un suspect? Eh bien, figurez-vous que la prise de sang est considérée comme une violence physique. Bonté divine, ça tombe mal. Ce type a sûrement assassiné 3 pauvres bonnes femmes et il nous nargue, sûr qu'il va être libéré dans 48 heures. Bientôt, il trouvera une autre pauvre fille qu'il pourra tuer tranquillement pour de l'argent. Mon Dieu. La justice est bien mal faite parfois. Excusez-moi, commissaire. Je ne suis qu'un jeune inspecteur, mais je suis persuadé que nous deux, on trouvera une solution. Si vous pouviez dire vrai, Middleby. Il nous reste si peu de temps. La cellule où Dell est enfermé est minuscule. C'est la seule du commissariat, et il arrive parfois qu'on y enferme 3 à 4 délinquants, au grand regret du commissaire Black. Dell tourne en rond comme un lion dans une cage. « Mais puisque je vous dis que je vais vous sortir de là, dit l'avocat Flynn. Ils ne peuvent rien contre vous. Allez, Dell, reprenez-vous. Je vais aller voir le juge pour une simple formalité. Je vous garantis que dans 2 jours, vous serez libre. 2 jours enfermé ici, mais je deviens fou, crie Dell. Allez, Dell, raisonnez-vous. Je reviens vous voir demain. Sonny Dell regarde l'avocat s'éloigner. Il a dans le regard une expression de panique. 5 minutes plus tard, Middleby se dirige vers la cellule. Un grand gaillard l'accompagne, menottes au poing. Middleby tourne la clé dans la serrure et pousse l'inconnu à l'intérieur. « Et tâche de te tenir tranquille, Roy. Tu sais qu'on t'a à l'œil, hein? »« Ah, ça va, lâche-moi, sale petit flic, » crie l'autre. « Salut, toi. Moi, c'est Roy. » Dell, Sonny Dell. « Oh, dis donc, t'en as un chouette costard pour un prisonnier. »« Je ne suis pas prisonnier, comme tu dis. Je suis en garde à vue. » « Oh, elle est bien bonne, celle-là. Et tu crois que parce que t'es en garde à vue, on va te bichonner ici? Non, mais pourquoi t'as atterri là, d'abord? »« On m'accuse d'avoir tué ma femme. »« Ah, et c'est pas vrai, bien sûr, » dit Roy en ricanant. « Ah, laisse tomber, tu veux, Roy? »« Quoi, laisse tomber? Non, mais oh, tu t'es regardé? Avec ta belle petite gueule, ce serait bien ton genre. Séduire les filles, et puis après, quick, plus personne. Dell ne supporte pas d'entendre le rire de l'homme. Il s'approche du gaillard et lève le poing prêt à lui décocher un direct du droit, mais à peine a-t-il le temps d'esquisser son geste que l'autre baisse la tête et avec une rapidité surprenante, il lui assène un grand coup qui l'atteint en pleine face. « Ah! Mais ça va pas, mon Dieu, mais je saigne !» crie Sonny. « Je suis sûr que tu m'as cassé le nez. » « Pareil! Fallait pas t'amuser avec moi, ce petit jeu, Dell. Je suis toujours sur la défensive, moi. » Alerté par les cris, le commissaire Black se précipite vers la cellule. « Middleby, vite, venez, dépêchez-vous. Il y a du grabuge à côté. Qu'est-ce qui se passe ici encore, hein ?» dit-il en voyant le sang s'échapper du nez de Dell. « Middleby, donnez-moi votre mouchoir que j'essuie ça. » L'inspecteur tend au commissaire un mouchoir blanc immaculé. « Ah, t'as encore fait du beau travail, Roy. Ça va pas arranger tes affaires, ça. Y a rien de cassé, monsieur Dell, ne vous inquiétez pas. Middleby, emmenez-moi ce fou furieux, je vais plus le voir. » Voilà, monsieur Dell, c'est fini. Le commissaire Black a dans la main droite le mouchoir tout taché de sang. Il le regarde un instant, puis lève les yeux sur Dell. Il voit le visage de celui-ci se décomposer. « Rendez-moi ce mouchoir, commissaire, vous n'avez pas le droit. »« Le droit de quoi, monsieur Dell? Vous voulez sans doute parler du 5e amendement, n'est-ce pas? Je vois que votre avocat vous en a parlé. Mais malheureusement pour vous, dans ce cas précis, il n'y a aucune prise de sang. Ça n'est tout de même pas ma faute si vous vous êtes retrouvé avec un détenu qui cherche toujours la bagarre. Si ça vous amuse, monsieur Dell, portez plainte contre lui. » Le commissaire Black tend le précieux mouchoir à son assistant et dit: « Middleby, portez ça au labo, mon petit, pour qu'il vérifie si le groupe sanguin de monsieur Dell est bien O négatif. Relâchez Roy par la même occasion. Sans le vouloir, il nous a rendu un fier service. Et passez au drugstore, rendre les 5 bouteilles de scotch qu'il a volées. »